Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de relation entre le deuil et la mode. Donc cette communication, elle s'inscrit à la suite d'une exposition que j'ai co-organisée l'année dernière à Paris sur les femmes et la mode pendant la Première Guerre mondiale. Et une exposition qui avait permis une collaboration avec le musée de Meaux, qui nous avait très gentiment prêté plusieurs pièces qui étaient vraiment très intéressantes, et notamment une robe de deuil dont je vais parler aujourd'hui. C'est une communication que j'avais, enfin c'est une exposition que j'avais faite avec ma collègue Maud Vasreguer, et donc c'est une communication que je fais au nom de nous deux. Et je voulais commencer avec cette phrase: si le costume de deuil a le souci avant tout d'être correct, il doit cependant être à la mode et la suivre dans ses grandes lignes. Et en effet, cette communication s'intéresse aux liens très étroits qui vont s'instaurer entre la mode féminine et le deuil. Donc, je pense que c'est pas la peine de rappeler, mais la Première Guerre mondiale fait au moins 1,3 million de victimes, soit 10% de la population masculine active. Et en 1918, on compte 600 000 veuves de guerre de tout âge et 986 000 orphelins. Entre 1914 et 1918, le deuil devient... Vous n'entendez pas, c'est bon. Entre 1914 et 1918, le deuil devient un élément du quotidien. Et à cette époque, pour les femmes, il se manifeste par une période de retrait de la société, puis par une réintégration progressive, mais il s'exprime aussi à travers le langage visuel de leurs vêtements. Dans les règles, les femmes marquent leur deuil en suivant 3 temporalités, chacune prescrivant selon la période, la qualité et l'éclat des textiles, la palette de couleurs appropriée et la nature des accessoires apportés. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Agissant comme un symbole visuel de la perte d'un être cher, le vêtement de deuil traduit la nature de la relation avec le défunt, le degré d'éloignement avec la date de décès, ainsi que le rang social des femmes en deuil. Selon leur fortune et la nature de leur travail, les femmes adhèrent néanmoins, pendant la guerre, plus ou moins étroitement au code du deuil. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on va voir aujourd'hui, c'est la différence le fossé qui va se creuser entre la théorie, ce qu'elles devraient porter, et la pratique, ce qu'elles vont vraiment porter dans la vie quotidienne. Oscillant entre code moral et mode vestimentaire, les règles et pratiques du deuil, qui sont soumises à plusieurs évolutions au cours des 4 ans de conflit, n'ont jamais été autant source de controverses que pendant la période 1914-1918. D'abord, alors qu'au XIXe siècle, les tenues noires étaient essentiellement portées par les femmes en tenue de travail et par les aristocrates en deuil, la violence meurtrière de la Première Guerre mondiale rend les apparats du deuil davantage visibles, banalisant en quelque sorte le port du noir. Et dans la mode, c'est vrai que la question des couleurs est très importante, elle a une connotation sociale, et le noir qui était très peu porté va devenir très largement porté. Ensuite, l'effort de guerre primant sur le devoir de retrait, l'adhésion au code du deuil devient plus flexible pendant cette période. Cette souplesse par rapport au code n'est pas sans conséquence pour les femmes et n'est pas sans conséquence sur les rapports entre les hommes et les femmes. Les hommes reprochent aux femmes qui respectent moins le code du deuil, ils reprochent aux femmes leur manque de sensibilité, les accusent de négliger leur mort et accusent les jeunes veuves de vouloir reprendre leur vie en société plus vite pour se remarier. Car le deuil qui est porté par davantage de jeunes filles qu'avant indique aussi leur nouvelle disponibilité, aussi trivial que cela puisse paraître. Le noir montre qu'elles sont en deuil, et étant donné dans le même temps on leur demande de se remarier et de refaire des enfants, le noir, leur vêtement de deuil, marque leur disponibilité. Le glissement entre la veuve et la prostituée se fait alors plus facilement qu'on ne l'imagine. Donc les 3 temps du deuil se sont codifiés progressivement au cours du XIXe siècle et sont bien ancrés dans la société quand la guerre commence en 1914. Même si on note des différences entre Paris et Lyon, par exemple, et entre les classes sociales. Le deuil se fait plus ostentatoire pour les femmes de la classe bourgeoise et moins ostentatoire pour les classes populaires. Mais si on devait donner une idée, on dirait que pour la perte d'un mari, le deuil dure plus d'1 an, pendant lequel se succèdent 6 semaines de grand deuil, puis 9 mois de deuil, et enfin 3 mois de demi-deuil pour la perte d'un mari. Pour les pertes d'un enfant, pour les parents et les enfants qui perdent un fils ou un père, il y a d'abord 1 an de grand deuil, puis 6 mois de deuil, et enfin 6 mois de demi-deuil. Pour les frères et sœurs ainsi que les grands-parents, le deuil ne dure qu'1 an, et à moins de successions de périodes différentes. À chaque période correspondent des variations de textiles et de silhouettes, traduisant le degré d'éloignement progressif avec la date de décès. Plus on avance dans le temps, plus les tenues perdent de leur sobriété,
et s'éloigne de la rigidité du code pour devenir plus vive, plus accessoirisée et plus conforme à la mode du moment. Pour le grand deuil, donc je vous ai mis une image, une illustration qui illustre les 3 robes qu'on avait mises dans l'exposition, les 3 robes qui illustrent bien le grand deuil, le demi-deuil et le deuil. Donc la première robe à gauche, qui est issue d'une collection privée, et c'est une robe de grand deuil qui était très imposante. Donc pour cette période de grand deuil, on porte une robe en lainage noir uni et du crêpe anglais dont l'épaisseur varie selon les saisons. Ce sont des robes qui ont des doublures de satin mat ou de faille. La jupe est longue, large et unie avec une bande de crêpe. Et c'est ce que vous voyez ici, même si l'image n'est pas vraiment parfaite, mais c'est une robe très, très longue, très couvrante, très riche, avec de la dentelle, du crêpe et de la soie. Parce que pendant la guerre, la soie est moins chère que la laine. Donc on a une robe qui est très couvrante et qui correspond à la période de grand deuil. Les ornements sont autorisés si et seulement s'ils sont noirs, et les femmes peuvent porter des manchons en crêpe noire, des bas de fil ou de laine noire, ainsi que des gants noirs. Et pendant le grand deuil, les bijoux sont interdits. Par contre, les femmes doivent porter le voile noir attaché au chapeau, un voile qui descend souvent très long, qui descend souvent au-dessous du genou. Pour le demi-deuil, et ça serait la robe du milieu, les tissus sont moins noirs que les robes de grand deuil. Des éléments de couleur, non pardon, parmi les tissus on trouve du velours, du taffetas, beaucoup de fourrures aussi qui sont autorisées. Les manteaux sont un peu moins longs, ils sont remplacés par la jaquette, ils sont plus cintrés. Les gants qui étaient de Suède pour le grand deuil deviennent des gants de chevreau, donc on a des évolutions de textile, du couleur, le noir devient moins intense, et surtout les robes peuvent intégrer des éléments blancs, des éléments violets, et donc c'est le cas de cette robe-là qui intègre des points blancs, et qui est une robe qu'on avait empruntée à Paris, au Palais Galliera, oui, à Paris. Donc à la fin de cette période de demi-deuil apparaissent aussi des broderies et des dentelles de soie noire. Et parmi les autres couleurs qui sont acceptées à cette époque, on n'a que le noir, d'autres couleurs, on a le gris, le mauve, le violet et le lilas. Et enfin, pendant cette période, les premiers bijoux sont acceptés, tels que des perles ou des améthystes. Enfin, la robe de deuil, qui est cette magnifique robe du musée de Meaux. C'est une robe qu'on a considérée de deuil et qui correspond à l'année 1919-1920. Et on voit notamment la jupe est raccourcie, la taille est moins marquée. Donc en fait, si on parle aussi de mode, d'évolution de la mode pendant la guerre, on parle d'une simplification. On a une robe, la première de grand deuil, qui est plus cintrée, plus longue, et une robe de deuil, donc de fin de deuil, qui est plus simple, moins cintrée, plus courte et qui aborde un petit col de dentelle. Donc c'est une robe du musée de Meaux qui conserve aussi son voile. Ah oui, sur cette photo, vous pouvez voir les manchons aussi qu'on a empruntés au Palais Galliera et qui sont portés dès le grand deuil. Alors comme je vous disais, les classes des femmes populaires ont des tenues plus modestes et elles mettent soit un foulard noir et elles se contentent de noir. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas autant de crêpes ou d'éléments du deuil, mais elles se contentent de tenues noires. Donc ces tenues de deuil sont relayées dans la presse féminine. Et ce qui est intéressant, c'est que les tenues de deuil intègrent la presse de mode. Et donc paradoxalement, pendant le conflit, les tenues de deuil qui sont censées éloigner du monde social, on est censé porter des deuils on reste à la maison, on s'éloigne du monde social, et en fin de compte, ces tenues, elles vont se conformer très étroitement aux exigences de la dernière mode. Et ce rapport, et cette élégance naturelle va créer un rapport ambigu entre la vanité de la veuve, qui va lier la presse de mode pour savoir comment s'habiller à la mode du deuil, et la perte de l'être cher. En effet, pendant la guerre, les femmes vont puiser conseils et recommandations dans la presse de mode qui donc s'intéresse au deuil, que ce soit dans la presse populaire, comme le Petit Écho de la mode, aussi le titre La mode pratique, mais aussi que ce soit donc la presse populaire ou la presse destinée à l'élite, telles que les élégances parisiennes ou le style parisien, qui toutes portent de nombreux articles qui recommandent et qui donnent des conseils pour savoir porter, je cite, le deuil correct, ou pour respecter, je cite, les frivolités du deuil, comme explique Femina. Pour les classes moyennes et aisées, la presse explique que le degré et l'intensité du deuil se mesurent souvent à la quantité de crêpes anglais employées, et donne beaucoup de détails sur quelle crêpe porter, quelle mousseline,
comment porter le voile, comment porter les accessoires, comment le voile évolue, comment les longueurs de jupe évoluent. De même, les accessoires du deuil sont largement commentés dans la presse de mode et ils sont presque autant réglementés que les textiles. Dans un article paru dans La Femme de France en septembre 1915 et intitulé Frivolité, les fantaisies du deuil, on lit que que le sac rayé de fils de perles sur satin neige est plus fantaisiste, plus été et absolument fin de deuil, tandis que les sacs de satin pékiné à large raie blanche et noire sont plus voyants et accompagnent des toilettes de fin de deuil. Le porte-carte fait même partie des accessoires de deuil et est, selon la période de deuil que l'on traverse, en taffetas rayé de blanc, souligné de grebiches d'argent ou bien d'acier bruni. Chacun de ces détails de couleur, forme, matière renseigne sur le degré d'élégance de la personne vêtue de deuil et sur l'importance du budget accordé aux à-côté de la toilette. Et on voit dans cet article, qui n'est pas le seul, nombreux détails pour savoir comment être à la mode du deuil. On a aussi la question du deuil qui devient peu ou prou une industrie commerciale. En effet, pour acheter les textiles, les accessoires et les vêtements de deuil, les femmes ont la possibilité de demander à une maison de couture, comme à l'époque, de confectionner un vêtement, ou alors elles peuvent aussi se rendre dans les grands magasins pour s'acheter une tenue de deuil. C'est un exemple de catalogue, l'image est vraiment mauvaise, mais je n'avais pas d'autre. Le vêtement de deuil est largement vulgarisé dans les catalogues commerciaux. Et que ce soit le Printemps, les Galeries Lafayette ou la Samaritaine, les grands magasins vont étendre le rayon de deuil pendant le conflit, ils vont vendre des tenues de deuil à des prix plus accessibles et ils vont, ce faisant, démocratiser le vêtement de deuil. Et c'est vrai que si l'on consulte les catalogues commerciaux, on voit la place grandissante du vêtement de deuil, on voit comment on peut acheter des blouses, comment on peut acheter des jupes, des voiles de deuil. Ces catalogues commerciaux concernent surtout les classes bourgeoises, bourgeoises. Les classes populaires, elles se contenteront vendues dans la presse populaire comme le Petit Écho de la mode. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on parle d'industrie commerciale du deuil, c'est qu'aussi on a le deuil qui intègre la presse de mode, le deuil qui intègre les catalogues commerciaux, mais on a aussi les magasins spécialisés dans le deuil qui existaient déjà avant-guerre, tels qu'à la Religieuse ou au Sablier, qui vont vraiment mettre l'argument de vente au cœur de leur... qui vont mettre le deuil au cœur de leur stratégie de vente. On a beaucoup d'affiches, on en avait montré dans l'exposition, des grosses affiches qui titrent deuil immédiat et qui indiquent l'adresse pour, dès que vous avez perdu un mort, quelqu'un dans votre famille, vous vous rendez dans ce magasin qui vous vende une tenue toute faite, etc. Donc on sent qu'il y a aussi toute une publicité, des campagnes publicitaires qui se mettent en place pour parler de leur offre de vêtements, de chapeaux, de manchons, de bijoux. Et c'est intéressant parce que on s'aperçoit que le code du deuil, qui aide à encadrer la mort, ce deuil social n'en reste pas moins, en fin de compte, une entreprise commerciale. Et c'est ça qui va largement poser problème pendant la guerre, parce que... Et ce qui est intéressant, c'est que le problème posé par le deuil se retrouve aussi à notre niveau pendant la guerre. Ah oui, ça c'était aussi quelque chose sur un article sur le deuil correct qui expliquait dans Féminin comment porter le deuil correct, comment essayer de respecter les consignes du deuil. Je vous parlais des accessoires de deuil, et notamment des chapeaux qui viennent du musée des arts décoratifs, qui sont datés de 1915, et on voit dans les collections des musées beaucoup d'accessoires de deuil. J'ai pas vu de bijoux de deuil, mais on a vu donc les tenues que je vous ai montrées. On voit aussi beaucoup de sacs de deuil et ces chapeaux qui sont, pendant la guerre, les chapeaux, autant à la Belle Époque, ils étaient très grands, très larges. Pendant la guerre, les chapeaux des femmes vont se faire plus petits. Ils vont prendre modèle sur les chapeaux des hommes, les casques de poilus, les képis de préfets, et les chapeaux vont rapetisser, et notamment les chapeaux de deuil qui sont là en crêpe de soie. Ils font partie de la tenue de deuil. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais aborder après vous avoir décrit le code du deuil, c'est les problèmes que vont poser le deuil. Parce qu'en fin de compte, si les règles du deuil qui sont en vigueur depuis le 19e siècle sont toujours pendant la guerre,
ces pratiques vont s'opposer, ces règles vont s'opposer aux pratiques des femmes au quotidien. En effet, en même temps qu'on leur impose ce code qui est très, très exigeant, qui impose des ports de textiles, des métrages et des couleurs précises, dans le même temps, les femmes sont appelées à travailler et à remplacer les hommes partis au front. Donc en fin de compte, elles ne peuvent plus se retirer autant longtemps de la vie sociale pour faire leur deuil. Et les tenues que je vous montrais tout à l'heure, et donc vous voyez un exemple sur cette caricature qui est issue de la baïonnette, les tenues de grand deuil notamment ne se concilient pas du tout avec le travail ni des ouvrières, ni avec les femmes qui travaillent à la campagne, ni avec les femmes qui sont livreuses de grands magasins dans la classe bourgeoise. Donc je vous ai mis quelques images de ces femmes. Donc, les femmes, comme vous le savez, elles sont très nombreuses à travailler avant la guerre, elles le sont tout autant pendant la guerre, mais la différence c'est qu'elles occupent des postes d'hommes. D'ailleurs, il y a un nouveau parcours, si je ne me trompe pas, dans le musée sur ces femmes au travail. Et donc, c'est difficile de concilier le code du deuil avec leur travail au quotidien. Et c'est notamment le cas pour les conductrices de train, mais aussi les livreuses de grands magasins, celles qui travaillent dans les ouvrages, celles qui travaillent dans les usines d'armement, celles qui sont ramoneuses. Donc énormément d'images d'ailleurs qui sont issues de Roger Violet qui montrent ces femmes très actives au travail, et on comprend bien que le code du deuil ne pouvait pas être respecté autant qu'il aurait fallu, autant qu'il l'était prescrit. Et c'est pour ça qu'on va aller pendant la guerre progressivement vers une simplification du vêtement de deuil, ou plus ou moins à une adaptation. Et les femmes vont adapter le code qu'elles reçoivent à leur quotidien. Elles vont souvent rester moins de temps à la maison, elles retravaillent tout de suite. Elles vont sans doute, souvent dans les usines, elles ne peuvent pas porter ces robes imposantes, notamment les usines d'armement, ça prenait feu, c'était trop dangereux. Et donc le deuil va être porté seulement par l'intermédiaire de foulards ou de brassards qui montrent qu'elles sont en deuil, mais pour autant, ça ne les empêche pas d'aller travailler et de se rendre dans l'espace public. Donc on assiste à une simplification du deuil, et cette simplification, elle va poser problème. Et donc juste cette photo qui était intéressante, où on voit c'est un regroupement, c'est un groupe, c'est une photo de Roger Violet qui est légendé, groupe très curieux en face du restaurant Marguerite. Ces dames, pour la plupart en deuil, ont l'habitude de se réunir pour échanger leurs impressions sur la guerre. Donc ça aussi, ça va participer à des tensions, parce que les femmes sont plus visibles dans l'espace public, plus visibles qu'avant-guerre, et elles sont plus visibles en deuil. Donc là, c'est des femmes dont on voit le voile assez long, dont on voit les jupes assez longues, donc c'est des femmes qui sont en grand deuil, c'est des femmes qui sont âgées, donc peut-être qui travaillent moins que des femmes plus jeunes, mais en tout cas qui sont plus visibles dans l'espace public. Donc elles se manifestent dans l'espace public plus qu'avant, et ça aussi, ça va poser problème. Et quel problème ça va poser? C'est qu'en fait, les femmes vont être accusées, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, d'oublier leur mari, de ne pas respecter leur mort, d'aller trop vite travailler, de ne pas respecter le code du deuil. Et c'est l'expression de veuve joyeuse, illustrée par cette caricature, va faire florès à cette époque, dans la presse, où on accuse les femmes d'être trop à la mode, à la fois d'oublier leur mort et d'être trop vite au travail, de retrouver trop vite l'espace public, et aussi de considérer le deuil comme une mode et de suivre la presse de mode pour être à la bonne mode du deuil. Et ce qui est intéressant, c'est que le glissement du deuil vers la mode se retrouve aussi pour l'infirmière. À la même époque, pendant la guerre, on a des infirmières qui sont un peu l'image un peu iconique de la femme au service du soldat. Et très rapidement aussi, l'habit d'infirmière va devenir iconique, si on peut dire, et va se retrouver dans la presse de mode, va être commenté dans la presse de mode. Comment porter la tenue d'infirmière et être élégante, comment avoir une robe de rechange pour changer de robe d'infirmière à la fin de son travail. Donc l'infirmière va aussi devenir une mode, va faire la une des magazines de mode, va être commentée, on peut acheter ses blouses infirmières dans le Galeries Lafayette. Donc on a le même glissement entre deuil et mode, infirmière et mode. Et en fait, les veuves vont être accusées d'être trop superficielles, d'être trop joyeuses, et de considérer le deuil et les attributs du deuil comme une mode, comme des accessoires qui peuvent être au même titre que l'évolution de la mode en général, qui peuvent changer régulièrement. Et on voit en effet que le deuil va suivre la mode, les jupes vont raccourcir, les tenues vont se simplifier, et donc on voit une vraie évolution dans la presse de mode, mais aussi dans les tenues, une simplification du deuil, comme il y a une simplification de la mode. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les catalogues commerciaux, on a un petit retard de 3 mois entre
ce que porte l'élite et ce que porte la presse populaire, et on voit la même chose, on voit une simplification des tenues de deuil dans la presse populaire. Et donc cette expression de veuve joyeuse va devenir très importante, et les femmes et les jeunes femmes en deuil vont devenir les victimes, les cibles des soldats et des civils qui vont juger sévèrement à la fois leur tenue mais aussi leur moralité. C'est notamment aussi durant les permissions dont on parlait tout à l'heure que ce fossé va se creuser. Le cas des jeunes veuves est aussi particulier. Les femmes qui ont perdu leur fiancé et qui souhaitent se remarier rapidement suscitent des critiques les plus violentes. Elles sont considérées comme déjà expérimentées en amour, elles ont déjà eu une expérience sexuelle, mais désormais elles sont sans mari et donc leur présence dans la vie sociale est souvent suspecte. La couleur noire ne fait que renforcer leur visibilité et leur disponibilité. Elles sont là et elles doivent se remarier et en même temps elles marquent leur statut de femmes disponibles par leur tenue et elles sont accusées très souvent d'être des prostituées et d'en faire beaucoup trop pour être vues et revues. Donc le deuil, les critiques du deuil se traduisent surtout dans la presse caricaturale, la presse satirique qui atteint les tranchées, notamment la baïonnette, le rire. Et on voit énormément la mode est très présente dans ces revues-là, que ce soit pas seulement le deuil, mais dans ces revues satiriques, la mode est commentée, et souvent la mode est commentée lors des permissions. On voit un soldat qui rentre à la maison, qui découvre sa femme avec une tenue plus simple, avec moins de temps pour les hommes, moins de temps pour les femmes, qui portent des robes plus courtes, ou qui portent pas de combinaisons pantalons, c'était pas aussi diffusé que ça, mais des tenues beaucoup plus simples qu'avant-guerre, et c'est souvent lors de la permission que les critiques fusent, et lors des retrouvailles, et c'est notamment le cas du deuil, où pendant les retrouvailles, les femmes sont largement critiquées. Et dernier point que je voulais aborder, au-delà de ces critiques, ce qui est intéressant, c'est comment la couleur noire se répand pendant la guerre. Comme je vous disais, il n'y a jamais eu autant de noirs et de femmes portant du noir dans la société. Et ce qui est juste après la guerre, à partir de 1919, commencent les années folles, et on va délaisser le noir pour porter des couleurs, pour marquer le début d'une nouvelle ère. Et c'est à cette même époque où on parle des années folles, où on parle de toutes ces robes très brillantes, très en strass, très colorées. Et à cette même époque, Chanel va créer la petite robe noire. Et la légende veut que dans les années 20, lors d'une soirée à l'opéra, Chanel se retrouve blême devant un parterre de robes bariolées et décide que désormais, elle habillerait toutes les femmes en noir. Donc on ne sait pas si c'est vrai, parce que la réalité historique est sans doute différente. Dès le Moyen-Âge, le noir est associé à une certaine élégance. Donc ce n'est pas Chanel qui va décider que le noir va être élégant, mais pour autant, elle va vulgariser le noir et elle va, au milieu des années 20, elle va faire oublier la connotation triste du deuil et elle va redonner un usage à la robe noire, et on en parle toujours comme la petite robe noire dans la presse de mode jusqu'à aujourd'hui, la petite robe noire à avoir, et il y aurait vraiment une généalogie à faire entre la robe noire qui va se diffuser pendant la guerre, mais qui est associée au deuil, donc qui n'a pas une connotation très positive, et l'usage du noir que va faire Gabrielle Chanel après la guerre. Et ça sera une robe qui n'est pas pour les femmes en deuil ou seulement pour les femmes de l'élite, ça serait une petite robe noire qui serait synonyme d'élégance, et une élégance que Chanel va mettre à la mode à partir de 1920-1925. Voilà. Merci. J'avais juste une question. Vous parlez de la mode féminine. Est-ce qu'il y avait une mode masculine sur le deuil ou c'est vraiment la femme? C'est vraiment la femme et les enfants. La femme et les enfants. Oui. Et d'ailleurs, toutes les couvertures du Petit Écho de la mode sur le deuil sont avec des femmes et des enfants. Et on les voit tous en tenue noire. Et des fois, on a quelques photographies qu'on a retrouvées de particuliers. On voit toutes les générations de femmes en deuil. Mais c'est surtout les femmes et les enfants. Et une image que j'ai oublié de commenter, c'est cette image de comment le deuil devient une mode. On voit que c'est toute une campagne de photographie où les femmes posent en deuil. Donc c'est ce problème entre la vanité, montrer qu'on est élégante en deuil. Elles posent pour une campagne photographique et le fait qu'elles soient vraiment en deuil. Est-ce qu'elles posent pour juste présenter le vêtement ou est-ce qu'elle est vraiment en deuil? C'est toutes ces tensions-là qui vont naître pendant la période.
Merci beaucoup. Merci. On va voir. Ah, il y a une question. Pardon, oui, j'avais une question sur la question de la visibilité du deuil, en fait, dans l'espace public, à la fois pendant la guerre et après-guerre, parce que cette idée que le noir il est très peu porté avant 1914, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire qu'il y a une visibilité immédiate en fait des femmes en deuil dans les rues, notamment par exemple dans les grandes villes, ou que malgré tout, finalement, cette présence des vêtements de travail peut-être quand même de couleur foncée ou des lampes plutôt sombres fait que finalement ça lisse un peu cette visibilité du deuil. Je me posais la question quand vous avez dit que c'était peu porté finalement. En fait oui, parce que c'est plutôt porté en intérieur. Les femmes au travail, elles le portent à l'intérieur des maisons. À l'intérieur des maisons de couture, il y a aussi beaucoup de femmes en noir. Mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant de parler que ça lisse en fait. Ça va uniformiser parce qu'on a aussi pendant la guerre une grande grève de 1917. On a des maisons de couture, les midinettes des maisons de couture qui vont dans la rue. Et on a ces belles photos aussi de Roger Villiers de toutes les femmes en noir qui envahissent la place de la Vendôme. Et elles sont toutes en noir. Et en fait, c'est qu'elles sortent un peu. Elles sont plus visibles au sens où elles vont sortir, elles vont être plus en extérieur qu'avant. Et le deuil, la couleur noire du deuil va se cumuler à celle portée en intérieur, dans les maisons de couture et dans les usines et à la maison. Donc oui, ça peut lisser quelque chose qui est... Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent avant-guerre, donc elles sont quand même nombreuses à porter le noir, mais elles sont plus visibles au sens où on les voit plus en groupe et elles forment plus une force ensemble.